Bien, il est maintenant 9 heures, donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Donc pour ce faire, ce webinaire consacré à la conduite du lin-fibre d'hiver. Nous sommes 3 intervenants, donc moi-même Yann Fodrops, animateur de la filière lin-fibre, qui va animer ce webinaire, et 2 intervenants, Cynthia Torresias, ingénieure régionale Normandie, et Benoît Normand, ingénieur régional Hauts-de-France et spécialiste de la protection du lin. Donc pour le programme de ce webinaire est prévu en 4 parties. On aura une première intervention de Cynthia concernant les conditions d'implantation, le choix variétal et la fertilisation du lin-fibre d'hiver, sur une première partie. Ensuite, Benoît prendra la main pour présenter la gestion des adventices et les préconisations. Il continuera avec une partie consacrée à la gestion des maladies, de l'averse, avec là aussi des préconisations. On prendra ensuite un temps spécial pour répondre à vos questions. Donc les 3 interventions se succéderont pendant sans pause, on va dire, entre chaque partie. Et donc on vous invite pour ça à utiliser le chat, puisque vous n'avez pas la possibilité d'interagir directement avec nous par la parole. Mais en utilisant le chat, vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cynthia qui va vous présenter les éléments concernant les conditions de semis, le choix variétal, la fertilisation. C'est à toi, Cynthia. Merci Anne, bonjour à tous. Donc effectivement, pour débuter cette présentation, donc peut-être revenir rapidement sur le cycle de la culture du lin-fibre. Donc cette culture, elle a une durée de cycle de 9 mois, avec un semis qui est généralement effectué courant du mois de septembre, donc fin septembre jusqu'à mi-octobre, et un arrachage qui est effectué courant juin, donc à peu près un mois un peu plus tôt que l'arrachage de la culture du lin-fibre de printemps. Et donc, le fait de pouvoir avoir une date d'arrachage un peu plus précoce, ça peut permettre de pouvoir esquiver les stress thermiques et hydriques que peuvent rencontrer parfois la culture du lin-fibre d'hiver en fin de cycle, et notamment dans des terres qui peuvent être exposées à ces risques-là quand elles sont plus superficielles ou filtrantes. Et puis, le fait que le cycle du lin-fibre d'hiver soit un peu plus long, ça permet à la culture d'être bien implantée au printemps et donc, lors de sa reprise de croissance, de permettre au lin de pouvoir être en capacité de davantage mobiliser les ressources qui sont disponibles dans le sol. L'un des enjeux forts pour la culture du lin-fibre d'hiver, ça va être la maîtrise de la croissance de la culture au cours de l'automne. Puisqu'on sait que quand on a des conditions météorologiques qui vont être assez douces, la croissance peut être très forte et du coup, cela peut rendre la culture davantage vulnérable à des dégâts de gel au cours de l'hiver. Donc, pour pouvoir gérer ce risque et cette croissance au cours de l'automne, il y a plusieurs leviers qui vont pouvoir être mobilisables, et notamment des leviers pendant en fait le semis de la culture. Donc, les conditions de semis, elles vont fortement influencer la réussite de la culture du lin-fibre d'hiver, puisque il va être très sensible à tout accident de culture et notamment tout dégât qui pourrait affecter la surface ou les couches superficielles du sol, que ce soit la formation d'une croûte de battance, la formation de zones de compaction ou la présence d'une semelle de labour. Et donc, pour pouvoir permettre à la culture d'exprimer son plein potentiel génétique, il va y avoir plusieurs points à respecter. Donc, le premier, ça va être la préparation du sol. Comme le lin de printemps, c'est une culture qui va nécessiter une bonne structure de sol pour permettre un bon enracinement de la plante et une belle levée. Et donc, du coup, l'objectif, ça va être vraiment de limiter au maximum le nombre de passages d'outils au moment du semis. Et donc, ce qu'il est recommandé, c'est de pouvoir, quand c'est possible, utiliser des outils combinés de semis qui permettent et à la fois d'affiner le lit de semence et en même temps de pouvoir semer la culture. Autre point important, donc ça va être la gestion des pailles du précédent, puisqu'en fait, ces pailles, elles peuvent constituer des obstacles à la levée et surtout à l'enracinement de la plante. Et puis, on sait que la décomposition des pailles du précédent, ça va nécessiter de l'azote, ça va mobiliser de l'azote pendant l'hiver, et donc du coup, ce sera de l'azote disponible en moins pour la culture, notamment pour sa reprise en croissance active au printemps. Et donc, la gestion de ces résidus, elle repose soit sur un déchômage précoce, soit sur l'enlèvement des pailles du précédent. Autre élément à prendre en compte pour la réussite de la culture, ça va être les conditions de semis, donc au moment du semis, mais aussi dans les jours qui vont suivre le semis.
Et donc, en fait, il est essentiel de pouvoir s'assurer que la terre elle est suffisamment ressuyée au moment du semis. Alors, en superficie, mais également en profondeur, donc au moins dans les 40 premiers centimètres, parce qu'on sait que quand on travaille en sol humide, il y a des risques quand même assez grands de créer des zones de lissage peu profondes et qui seront difficiles par la suite à traverser par les racines de la culture. Et donc ça va fortement pénaliser le lin, notamment lorsqu'il va rentrer en phase de croissance active au printemps. Et puis, il est également préconisé de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48 heures qui suivent le semis. Cela pour permettre du coup aux mottes de pouvoir sécher et du coup d'avoir une bonne cohésion au niveau de la surface du sol, ce qui fait que par la suite, même s'il y aura des épisodes de pluie, le risque de formation de croûte de battance sera un peu plus limité. Et puis enfin, donc, si on s'intéresse au troisième critère à prendre en compte, donc ça va être la densité de semis. Alors, il est recommandé de viser un peuplement de 1600 pieds levés au mètre carré pour optimiser le rendement en fibres longues. On sait qu'à la différence du lin fibre de printemps, au moment où on va semer le lin fibre d'hiver, les terres elles sont réchauffées parce qu'on est au cours de l'automne et il n'y a pas de problématique altise. Et puis cette densité de levée visée, elle va permettre aussi d'être un bon compromis pour compenser les pertes de pieds qui pourraient survenir au cours de l'hiver à cause du froid. Et ça va également permettre de limiter l'épaisseur du lin, puisque le lin fibre d'hiver produit un peu plus de biomasse que le lin fibre de printemps. Et donc, en visant cette densité de levée-là, ça limite l'épaisseur du lin et donc ça facilite les opérations de rouissage et de teillage par la suite. Concernant ce critère de densité de semis, sachez que cette année et pour la 3e année consécutive, Arvalis conduit en fait des essais sur cette thématique pour pouvoir affiner les préconisations sur la culture du lin fibre d'hiver et donc les résultats de ces expés feront l'objet d'une communication spécifique l'année prochaine. Plus tard dans le cycle de la culture, en fait, quand on va arriver avant l'entrée d'hiver, la gestion de la croissance pendant l'automne, ça va être un enjeu fort pour limiter les dégâts de froid par la suite en sortie d'hiver. Et donc, on sait que la culture du lin fibre d'hiver, elle peut tolérer des températures gélives qui peuvent aller jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Mais cette tolérance, elle va quand même dépendre très fortement de 2 critères principalement. Le premier, ça va être l'installation du froid, à savoir que quand le froid s'installe progressivement, la culture elle va être davantage tolérante à des épisodes de gel que si le froid survient de façon brusque, comme ça a pu se passer notamment en janvier 2024. Et puis, autre critère qui va jouer sur la tolérance de la plante au froid, ça va être le stade du lin au moment avant l'entrée dans l'hiver. À savoir que si la culture, avant l'entrée d'hiver, elle est à un stade inférieur à 5 cm, elle n'est pas suffisamment développée pour pouvoir tolérer au mieux le froid. Et au contrario, si le stade du lin est équivalent ou supérieur à 10 cm, en fait, là, on est à un stade qui va être trop avancé. Et en fait, à ce stade-là, les cellules du lin deviennent turgescentes, c'est-à-dire qu'elles se remplissent d'eau. Et donc, quand la plante a des cellules qui se remplissent d'eau, si un froid, un gel survient, eh bien, il y aura davantage de dégâts. Donc, en fait, les stades à viser avant l'entrée dans l'hiver pour la culture du lin fibre, c'est entre 5 et 10 cm. Et donc, pour pouvoir gérer cette croissance à l'automne, il y a plusieurs leviers qui vont pouvoir être mobilisables. La date de semis, la variété, la stratégie de fertilisation azotée et puis un dernier recours, la stratégie de régulation. Alors, cette carte-ci, elle vous présente la date d'apparition médiane des températures inférieures à moins 5 degrés, donc sur l'ensemble de la zone de production du lin fibre, entre le 1er octobre et le 1er mars sur les 20 dernières années. Dans les secteurs qui sont continentaux, donc qui vont être représentés sur la carte en bleu clair et bleu foncé, on voit que ces températures, elles surviennent en général entre début décembre et puis début janvier. A contrario, dans les secteurs maritimes, on voit que les dates d'apparition du gel, elles sont un peu plus tardives, plutôt entre début janvier et courant février. Et donc, du coup, en fonction de la date d'apparition médiane du gel, on va pouvoir adapter, quand c'est possible, bien évidemment, les dates de semis de la culture. Et donc, dans les secteurs continentaux, comme on a un risque de gel qui peut survenir un peu plus tôt, on préconise de semer la culture du lin fibre plutôt à partir du 25 septembre et jusqu'à la mi-octobre, tandis que dans les secteurs plus maritimes, comme le gel arrive un peu plus tardivement normalement, on peut décaler les dates de semis plutôt entre le 10 et le 25 octobre.
Alors après, si on regarde en termes de choix variétal, les tolérances qui peuvent être à disposition. Alors là, vous retrouvez le tableau avec l'ensemble des variétés qui sont inscrites aujourd'hui au catalogue français. Vous voyez qu'on a un certain nombre de variétés qui ont été inscrites récemment. Donc, c'est le cas des variétés Hiberne, Onyx et Dune qui ont été inscrites par l'obtenteur Terre de l'Ain entre 2023 et 2024. Et puis, il y a la variété également Quartz qui a été inscrite par l'INEA en 2025. Alors, si on devait mettre en évidence un effet variétal par rapport à la tolérance au froid, alors aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas de critères en fait d'évaluation de ces des variétés par rapport à cette tolérance au froid, tout simplement parce qu'on a vu que la tolérance de la culture, elle est très dépendante de l'installation du froid et du stade de la culture avant l'entrée d'hiver. Donc en fait, chaque année, les comportements des variétés par rapport au froid peuvent différer. Mais lors d'une situation où on va avoir un gel fort et brusque, comme ça a été le cas pendant la campagne l'automne 2023 et l'hiver 2024, dans notre réseau d'essais d'évaluation des variétés, on a quand même pu observer quelques grandes tendances entre les variétés. Il faut savoir que lors de cet épisode de gel en janvier 2024, toutes les variétés ont gelé, mais on a quand même vu quelques différences. Notamment donc les variétés Jade et Dune. Alors pour la variété Dune, ça resterait quand même à confirmer parce que du coup on n'a qu'une campagne de recul. On avait l'impression que ces variétés-là étaient parmi les plus tolérantes au froid, tandis que les variétés Toundra, Cirrus et puis Hiberne, donc Hiberne c'est pareil, c'est à confirmer avec davantage de références, elles paraissaient être parmi les variétés les plus sensibles au froid. Et puis les variétés Ambre, Olga, Onyx et Quartz, donc pareil pour Onyx et Quartz, ça reste à confirmer, elles avaient un comportement plutôt intermédiaire dans leur tolérance au froid. Donc pour les variétés qui semblent être les plus sensibles à des dégâts de froid, en tout cas quand dans des situations où on a des gels brusques et forts qui arrivent, la croissance à l'automne, c'est vraiment un enjeu fort pour pouvoir réduire au maximum le risque de dégâts de froid pendant l'hiver. Et puis donc si on s'intéresse par la suite à la gestion de la fertilisation azotée pour la culture, alors, vous avez, sachez que en tout cas la région des Hauts-de-France, la méthode du bilan, aujourd'hui, elle est référencée sur la culture du lin fibre d'hiver. Donc, pour rappel, le calcul en fait de la dose grâce à la méthode du bilan donc, repose sur le calcul des besoins en azote de la plante, auquel on soustrait par la suite l'azote qui est fourni par le sol et également l'azote qui va être fourni par la culture intermédiaire, le précédent ou les produits organiques qui ont pu être apportés. Pour rappel, donc pour calculer la dose à apporter au plus proche des besoins de la plante, aujourd'hui, le besoin unitaire référencé pour la culture du lin fibre d'hiver, il est de 12 unités par tonne de ruis non battus. Et puis pour les autres postes de la méthode du bilan, il faudra se référencer au programme d'action régionale des Hauts-de-France pour du coup estimer la valeur à prendre pour chacun de ces postes dans la dose d'azote, dans le calcul de la dose d'azote à apporter. Pour la région Normandie et pour le département de la Seine-et-Marne, sachez, pour rappel, qu'aujourd'hui, la méthode du bilan n'est pas référencée pour la culture du lin fibre d'hiver. Toutefois, dans ces secteurs, il y a une dose en fait d'azote plafonnée qui est en œuvre. Donc, elle est de 60 unités par hectare pour la Normandie et de 80 unités par hectare pour la Seine-et-Marne. Donc, pour ce secteur, même si la méthode du bilan n'est pas référencée, on vous préconise quand même effectivement de se baser sur cette méthode pour calculer la dose d'azote totale à apporter. Et donc, pour la valeur du reliquat d'azote dans le sol en sortie d'hiver, on vous préconise vraiment de plutôt prendre la valeur de ce reliquat sur la profondeur 0,60 cm et pas au-delà. Puisque donc du coup au moment où on apporte l'azote en sortie d'hiver, on estime que le lin est normalement autour du stade 10 cm et à ce stade, les racines du lin ne peuvent pas explorer une profondeur supérieure à 50 cm dans le sol. Merci Cynthia. On a fini sur cette partie concernant plutôt les conditions d'implantation du lin fibre d'hiver. Je vais laisser la parole à Benoît et je vous invite, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à utiliser le chat. Vous pouvez poser vos questions dedans. Comme je l'ai évoqué en début de réunion, on prendra un temps d'une demi-heure à la fin de la présentation de Benoît pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, je vais laisser la parole à Benoît qui va vous parler maintenant de gestion de l'adventice et ensuite sur la gestion maladie et verse. À toi, Benoît.
Ouais, bien, bonjour à tous. Merci Cynthia, merci Yann. Donc, effectivement, je reprends un relais sur le chapitre désherbage, donc gestion et stratégie de désherbage sur le lin d'hiver. Donc, avec pour commencer, quelques rappels sur des leviers agronomiques hein, qui sont mobilisables assez facilement et qui peuvent permettre de réduire de manière assez conséquente la pression adventice dans les parcelles à problème. Donc en jouant sur différents critères, différentes caractéristiques, des plantes, notamment sur la période de levée, la profondeur de germination, la dormance ou encore le taux annuel de décroissance. Donc, si, on souhaite jouer sur la période de levée des adventices, donc là, c'est un raisonnement qui se fait à l'échelle de la rotation, hein, donc avec l'alternance de cultures d'hiver, de printemps, l'allongement des rotations. Donc des rotations plus les rotations seront longues, plus on réduira la pression des adventices dans la parcelle. On peut jouer également sur le décalage de la date de semis. Bon, ce levier-là, sur le lin d'hiver est quand même assez compliqué à mettre en œuvre, puisque, bon, Cynthia le rappelait tout à l'heure, dans les préconisations, comment on préconise de débuter les semis à partir de fin septembre, jusqu'au 15 octobre. Donc ça laisse des fenêtres de tir assez réduites, donc un levier assez compliqué à mettre en œuvre, en tout cas sur cette culture. D'autres leviers tels que le faux semis ou encore le travail du sol, labour notamment, sont beaucoup plus facilement mobilisables, donc et qu'on conseille vivement de mobiliser sur, les parcelles qui présentent des taux de salissement assez importants, notamment je pense aux graminées. Dans certains secteurs, ça devient une vraie problématique et ça devient de plus en plus compliqué à gérer, même, chimiquement, on va dire. Et le fait de réaliser des faux semis, de réaliser un labour une année sur 3, une année sur 4, peut permettre de réduire la pression de graminées dans ces parcelles. C'était d'autant plus, on va dire, «facile» entre guillemets à mettre en œuvre cette année avec les récoltes, hein, des précédents qui ont été assez précoces. Donc voilà, on conseillait vivement de profiter de cette période, pour mettre en œuvre ce type de levier. Si on rentre dans les stratégies, de lutte, phytosanitaire, donc on vous a remis ici un tableau avec les différentes solutions qui sont, aujourd'hui disponibles, pour lutter contre les différentes adventices, que ce soit les graminées ou les dicotes. Donc avec, les différentes catégories, donc les sulfonylurées, donc avec le shaker, Gratil ou encore, l'Ali SX, donc le méthsulfuron, qui sont, utilisables pour gérer les adventices sur le lin d'hiver. On a également la mésotrione, donc via le Callisto, le Caliprymixtroc qui peuvent éventuellement être utilisables. On y reviendra tout à l'heure. On a laissé la sulcotrione dans le tableau, mais le sulcotrione n'est pas utilisable en automne, donc est uniquement autorisé sur lien fibre de printemps. Donc celui-ci, on ne peut pas, le décano, Riki, sulcotrina, etc., on ne peut pas les utiliser. Et ensuite, il y a tous les antigraminées foliaires, donc la famille des FOP et des DIM, donc avec acétodime, cycloxidime, et cetera, qui peuvent être, utilisés également pour lutter contre les graminées, mais qui sont assez compliqués tout de même à positionner, sur cette culture, hein. Cynthia le rappelait tout à l'heure, ça reste une culture qui reste assez sensible au froid et le positionnement de ces spécialités, durant la période hivernale et même sortie hiver, est souvent assez délicate avec le risque de gel et un risque du coup de sensibiliser un peu plus la culture, au froid. Donc il y a une autre solution qui a été travaillée, qui vous a déjà été présentée un petit peu cet hiver, donc c'est un apropamide via le colzamide. Donc c'est une solution qu'on travaille depuis, 4-5 ans. C'est la 5e année qu'on va travailler cette solution.
qui donne des résultats assez satisfaisants et qui avait pour vocation, entre guillemets, de pallier au retrait de l'Avadex 480 que on avait laissé dans le tableau jusqu'à maintenant et qui est plus utilisable depuis le mois de mars 2025. Donc, si on s'attarde un petit peu plus sur cette spécialité assez nouvelle mais qui peut présenter un intérêt, le tout, ce sera de bien l'utiliser. Donc, on vous avait présenté cet hiver des premiers résultats, on va dire, d'impact sur le rendement sur du lin d'hiver. Donc, c'était sur la saison 2020, la campagne 23-24. Donc, on l'avait travaillé à différentes doses et différents positionnements en comparaison avec l'Avadex 480. Donc, on a le colzamide à 1,5 litre, colzamide 2 litres, colzamide 3 litres. Et puis, on en avait regardé 1,5 litre en intervention plus tardive sur des lins qui étaient en cours de germination, voire même en train de lever. Donc là, clairement, sur les applications sur des lins en train de lever ou en cours de germination, ça manquait clairement de sélectivité. On les avait vus dans les notes de phytotoxicité qu'on peut réaliser en cours de campagne, et ça s'était également traduit en termes d'impact sur le rendement. La dose de 3 litres était clairement trop élevée. Là encore, on avait un impact sur le rendement dans les différents essais qu'on avait pu mener. Et le meilleur compromis, efficacité, sélectivité, c'était la dose d'1,5 litre. C'est ce qu'on avait vu les années précédentes, à utiliser uniquement en prélevé, donc pas d'incorporation comme on peut le faire sur d'autres cultures. Donc, on a poursuivi ces travaux cette année avec différents essais qui ont pu être mis en place. Donc, comme le rappelait Yann tout à l'heure en préambule, donc il n'y a pas de résultats de taillage encore sur ces différents essais. Ce sont des résultats d'observation de notes de sélectivité qu'on peut vous présenter à ce jour. Donc, il y avait 3 essais mis en place sur le lin d'hiver. Donc, 3 essais avec des comportements un peu des situations en tout cas pédoclimatiques différents. Donc, on avait un essai dans l'Aisne sur Villers-Saint-Christophe, donc type de sol de limon profond, un semis précoce au 4 octobre, avec des conditions météo plutôt clémentes puisqu'on n'avait pas eu de pluie après l'application. On avait eu tout de même 5 jours après les applications, donc le produit avait eu le temps de s'intégrer, on va dire, dans la prépa, sur le sol, et puis des conditions de ressuyage et de levée de culture qui étaient optimales. On avait eu 5 jours après le semis 36 mm de pluie. Il y avait deux autres essais, donc dont un dans la Somme, dans un secteur un peu plus donc maritime, dans des situations plus sableuses, donc un sol sableux. Donc c'était le secteur, on va dire, baie de Somme, où là on est sur un semis tardif du 28 octobre. Donc là on n'a pas eu de pluie pendant 15 jours après les applications. Par contre, on a eu un développement très très lent de la culture et puis des premières gelées qui sont arrivées à une vingtaine de jours après les applications. Et puis donc troisième essai, un essai dans le Calvados, donc un semis intermédiaire, on va dire, au 14 octobre. Donc là encore, des conditions un peu différentes puisqu'il y a eu 6 mm une journée après l'application, et dans les 7 jours qui ont suivi l'application, il y a eu plus de 40 mm. Donc là, pour le coup, on était sur un sol type limon argileux. Donc des situations complètement différentes. Alors pour évaluer ce type de spécialité, c'est un petit peu ce qu'on cherchait quelque part, pour évaluer un petit peu toutes les situations et regarder le comportement du produit dans ces différentes situations. Donc on a regardé si les modalités, donc on compare toujours par rapport à un témoin qui est pas traité. On a regardé en comparaison le Caliprime Extra, donc à 0,31, pleine dose, le Colzamide qu'on a gardé à la dose de 1,5 litre, vous l'aurez compris. Donc on a regardé également les associations Caliprime plus Colzamide. Donc on a diminué un petit peu la dose de Caliprime, on l'a mis à 0,2.
Et puis on regardait en comparaison avec l'Allier, par exemple, en application plutôt sortie hiver. Et puis les successions d'interventions, colzamide Allier ou caliprime Allier. Et puis, bon, une dernière modalité ici, colzamide, où on rattrapait derrière avec du métis actirum. Donc là, c'était pour des essais plutôt efficacité qui visaient une cible coquelicot notamment. Donc si on s'attarde sur la sélectivité, on voit que sur l'essai de laine, donc semi-précoce, pas de pluie, des levées très rapides, on n'a vu aucun manque de sélectivité des différentes modalités qu'on a pu tester. Donc, si on a la notation du 24 octobre, donc on était une vingtaine de jours après la levée, après le semis, aucun symptôme. Et puis, sortie hiver au 26 février, on voyait toujours aucun symptôme de manque de sélectivité, quelles que soient les modalités. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres essais, donc l'essai de la Somme, notamment dans des terres un peu plus sableuses. Donc là, on voit des sélectivités qui ont des notes de sélectivité un peu plus élevées. Donc on est encore, je tiens à préciser quand même, sur des notes de sélectivité acceptables. Donc c'est des notes de 0 à 10. Une note au-delà de 3, on pourrait imaginer un impact potentiel sur le rendement. Alors que bon là, ici, on voit, on a vu des modalités, et même avec le caliprime, vous voyez, qui ont pu marquer une décoloration. C'était souvent marqué plutôt par une décoloration un peu jaune de l'apex. Donc ça avait un peu plus marqué que sur d'autres lieux. Ça s'est rapidement, ou en tout cas atténué au fil du temps, puisque les dernières notations de sélectivité au 1er avril, on voyait quasiment plus rien, sauf pour les applications avec le métis notamment, qui avait été un peu, qui avait marqué un peu les liens. Et dans l'essai du Calvados au 3 décembre, on observait un petit peu la même chose, donc dans une moindre mesure, la note était un peu plus basse, on était sur une note de 2. Et par contre, au 28 mars, vous voyez qu'on voyait plus rien entre les différentes modalités. Donc on voyait plus aucune décoloration. Donc en gros, ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est attention au semis trop tardif et pluviométrie abondante juste après les applications. Donc ça, ça a été très marqué dans l'essai de la Somme et l'essai du Calvados. C'est en général, et on l'a même vu avec des applications de caliprime. Donc quand on est sur des semis plutôt tardifs, le lin va se développer plutôt lentement et vaut mieux éviter d'accentuer, on va dire, le risque de gel avec une intervention herbicide. Donc si on est sur des semis tardifs, parce qu'on n'a pas le choix via la météo, on vaut mieux éviter d'appliquer un désherbage. Un petit mot quand même sur l'efficacité, coquelicot notamment, c'était l'objectif principal des deux essais, donc celui de la Somme et celui du Calvados, ont ciblé vraiment les coquelicots, et on voit une efficacité très très satisfaisante de la napropamine, du colzamine, à 1,5 litre en prélevé. Donc l'association avec le caliprime n'a pas forcément apporté d'intérêt à l'efficacité, mais vous voyez qu'on est sur des efficacités proches de 100% sur les coquelicots, alors que avec l'allié SX, le méthylsulfuron, qui normalement a un spectre assez efficace sur coquelicots, mais là visiblement on est dans des situations de résistance, et là l'allié ne fonctionne quasiment plus du tout. On est à peine à 20% d'efficacité sur l'essai de la Somme et 0 sur l'essai du Calvados. Donc pour la gestion non seulement des graminées, on connaît le spectre du colzamide où il va être efficace sur vulpin et raigra, il peut apporter un intérêt notamment dans la gestion des coquelicots et d'autres fleurs type géranium notamment, et encore tout ce qui est véronique par exemple. Donc juste pour conclure,
avec cette spécialité colzamide avant de passer aux préconisations. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, donc au-delà de sa pertinence et son efficacité pour lutter contre les graminées et certaines dicotylédones, donc il faut vraiment l'utiliser en respectant certaines préconisations, donc notamment uniquement post-semis prélevé, je le répète, et surtout pas d'incorporation avec cette spécialité. On ne dépasse pas la dose d'1,5 litre. On s'assure des conditions climatiques dans la semaine qui suit le semis, dans les 7-10 jours après les applications, donc notamment tout ce qui est gel et pluviométrie, donc pas de éviométrie après les applications. Et puis en sol filtrant, on voit que ça peut marquer un petit peu plus. Donc pour le moment, on le déconseille. On va reconduire des expérimentations cette année dans ces types de sols pour consolider les préconisations. Et surtout aussi en cas de semis tardif, on voit si on cumule en plus sol filtrant, semis tardif, on a de fortes chances d'avoir des manques de sélectivité qui peuvent marquer un petit peu plus fortement. Et puis, dernier point, s'assurer d'une bonne structure de sol aussi, j'ai envie de dire comme pour beaucoup de spécialités et pour la mise en place de la culture notamment. Donc si on passe aux préconisations, donc ici pour gestion des graminées, donc forte pression, vulpin, régras, donc si on est dans des conditions, on va dire, normales de semis, donc dans les périodes optimales de semis, avec toutes les conditions que j'ai citées précédemment qui vont bien, colzamide 1,5 litre en prélevé, on peut y aller, il y a pas de souci, ce sera sélectif. Et en plus de ça, ça apportera une efficacité sur tout ce qui est vulpin, régras, avec des efficacités sur vulpin qui sont proches des 90-95%. Sur régras, un petit peu moins, du fait qu'on soit en prélevé une dose d'1,5 litre. Mais néanmoins, ça reste tout à fait acceptable. On peut également gérer les graminées avec tout ce qui est produits foliaires, intervention foliaire à l'automne, donc Select, le Stratos ou encore même l'association des deux en cas de très forte de pression un peu plus importante, on va dire. Donc associé avec de l'huile, une huile végétale, 1 litre d'huile végétale plus 1 litre de sulfate d'ammonium pour améliorer l'efficacité. Néanmoins, attention quand même avec ce genre de positionnement. Je l'ai rappelé un petit peu tout à l'heure déjà, mais c'est une période assez délicate pour positionner ce genre de spécialité. Il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un minimum 7-10 jours en tout cas sans gel et surtout qu'il n'y ait pas de trop forte variation de température. C'est plus les variations de température aussi qui peuvent accentuer le manque de sélectivité pour la culture. Ça reste possible à condition qu'on soit dans une période assez douce, entre guillemets, poussante, quoi. Et puis après, les interventions de printemps, sinon voilà, on intervient en printemps à partir de 10 centimètres jusqu'à 20 centimètres. C'est des produits qu'on peut utiliser jusqu'à ces stades de la culture. Donc là encore, le même type de programme, Select plus huile plus Actimum, ou le Stratos, ou l'association des deux. Sur la gestion des dicotylédones, là encore, sur les levées d'automne, on va dire, tout ce qui est adventice, type coquelicot, matricaire, géranium, véronique, colzamide l'anapropamine donc peut apporter un vrai plus pour gérer ce type d'adventice. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les résultats sur coquelicot. Ou encore, si on est pendant des situations de résistance au sulfo, l'allié positionné entre 3-5 cm peut s'avérer efficace pour gérer ce type d'adventice. Et si on a des gaillets, quelques crucifères notamment, l'association de l'allié avec du gratil peut apporter un plus pour lutter contre ces mauvaises herbes.
Et tout ce qui est repousse de colzoc, crucifère, le mouron stellaire, le caliprime extra peut avoir son intérêt pour gérer ce type d'adventice. Le spectre du caliprime extra est plutôt un spectre de flore de printemps. Sur la gestion des flores d'automne, d'hiver, les tricétones ont un spectre plutôt limité sur ce type d'adventice. Et un petit rappel avant sur l'allier. Donc l'allier est homologué à 15 grammes maximum pour les applications d'automne et 25 grammes pour les applications de printemps, sachant qu'on ne peut pas cumuler les deux applications automne et hiver. Et puis, intervention de printemps, sortie hiver, donc entre 5 et 20 cm selon les spécialités. Donc là, on revient sur des programmes assez classiques, hein, avec les interventions de shaker base à grand métis selon les conditions météo, allié base à grand, allié gratis, etc. Donc là, ce sont juste des exemples. C'est bien évidemment adapté en fonction de la fleur présente dans la parcelle au moment de la décision. Voilà pour les désherbages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra tout à l'heure. Donc, je continue sans transition sur la gestion des maladies. Donc, gestion des maladies sur rien d'hiver. Donc, il y a deux maladies principales qui vont nous intéresser. Autant sur le lin de printemps, on est souvent concerné presque uniquement que par l'oïdium, la septoriose quelquefois en fonction des conditions climatiques. Sur le lin d'hiver, il est beaucoup plus fréquent d'avoir un peu les deux maladies qui s'installent sur la plante. Donc la septoriose, donc Klebsiella septoriose. Donc là, c'est une maladie qui peut s'observer à deux stades différents. Donc, des contaminations précoces lors d'un automne assez doux, humide, assez poussant. Donc des contaminations qui peuvent engendrer des symptômes sur les racines et engendrer du coup des symptômes de courbure des pieds sur les plantes de lin. Donc ça, c'est dans des contaminations précoces. À ce jour, il n'y a aucun dans les différents essais qu'on peut mener qu'on a remis en place depuis 3 ans maintenant, on n'a pas vu une application fongicide appliquée à l'automne qui permettait d'atténuer les symptômes de courbure de la tige, donc de contamination précoce, on va dire, de septoriose. En revanche, les contaminations de septoriose peuvent évoluer en cours d'élongation, donc à partir de reprise de végétation 20-30 cm, si on a des conditions météo assez pluvieuses, orageuses, vont permettre aux symptômes de se propager sur la plante. Et là, on peut avoir des symptômes des contaminations de septoriose assez conséquentes et qui peuvent engendrer des pertes de rendement assez conséquentes sur la production de l'intérieur. Et puis l'oïdium, donc là, c'est une maladie qu'on verra plutôt en général au printemps, au moment des début d'élongation, mais qui peuvent s'installer sur les lins d'hiver, du coup, sur des plantes assez petites. Cette année, on pouvait commencer à avoir des symptômes sur des plantes qui étaient à 10-15 cm. Donc attention à bien positionner les fongicides. Donc justement, parlant de fongicides, on vous a remis ici un tableau avec les différentes solutions qui sont aujourd'hui utilisables sur la culture du lin fibre d'hiver, lin fibre de printemps. Donc bon, je ne vais pas tous vous les citer. Les principaux aujourd'hui, le prothioconazole bien sûr avec le Joao, le score diphénoconazole pour gérer notamment la septoriose, et puis Amistar Gold, donc qui est du diphénoconazole associé avec de l'azoxystrobine.
qui a montré des efficacités intéressantes, supérieures au score, notamment sur la gestion de la septoriose notamment. Et puis, il y a un nouveau qu'on teste depuis l'année dernière, où on manque encore un petit peu de références sur ce produit, mais qui semble apporter un plus sur la gestion de la septoriose. C'est le Maxentis. Bon, par contre, son stade d'application est assez tardif. Son efficacité serait meilleure si on pouvait le positionner plus tôt. Et puis, il y a deux petits nouveaux que je vous ai mis ici en orange, donc, qui sont arrivés en cours d'année. Donc, il y a le Thiopron Renfree, donc, qui est un soufre de chez UPL, qui a été homologué en février dernier, donc qui a pu être utilisé déjà sur l'un de printemps cette année. Et puis, depuis le mois de juillet, on a eu l'homologation de l'Akicine Duo. Donc, l'Akicine Duo, qui est un soufre associé à un phosphonate. Donc, c'est moins grammé en soufre. Donc, on a 600 grammes de soufre, mais il y a l'association avec les phosphonates qui avait pu montrer un intérêt lorsqu'on l'avait travaillé principalement sur l'un de printemps, qui avait pu montrer un intérêt sur gestion de la septoriose également. Donc, juste un petit focus sur l'homologation donc de cet été de ce produit. Donc, c'est un produit de chez Ceradis qui est commercialisé par Syngenta. Donc, il est homologué à une dose maximale de 3,5 litres avec 2 applications par an sur septoriose et sur oïdium, sur l'un d'hiver et sur l'un de printemps. Donc, il est uniquement, par contre, utilisable sur lin textile et porte-graines. C'est-à-dire, on peut l'utiliser également en production de semences. On ne peut pas l'utiliser sur les lins oléagineux, et on ne peut pas utiliser les graines issues du teillage en alimentation humaine ou animale. Donc, quelques exemples de programmes de protection fongicide sur l'infibre d'hiver ici. Donc, la première partie de tableau, plutôt sur la gestion, on va dire, de l'oïdium, mais en général, plus classiquement, on est plutôt sur la deuxième partie de tableau sur le lin d'hiver, hein, puisque, je vous l'ai dit, à gérer la septoriose plus l'oïdium. Donc, avec des stratégies assez classiques, avec du prothioconazole, hein, le Joao qui fait encore le boulot, on va dire, entre guillemets, sur l'oïdium. Sur des pressions un peu moins élevées d'oïdium, on peut utiliser une application de nisodium relayée avec un Joao, ou encore avec une modalité 100% aujourd'hui biocontrôle, hein, 2 applications de thiopron, une à 20-30 cm et une à boutons floraux, permet de maîtriser l'oïdium assez facilement, entre guillemets, sur le lin d'hiver. Bon, par contre, comme je vous disais, on se situe plutôt plus régulièrement sur la deuxième partie de tableau pour gérer à la fois la septoriose et à la fois l'oïdium, et en fonction du niveau de pression. Donc, ce qui ressortait le mieux en termes de modalités qu'on a pu tester depuis 2 ans sur les symptômes de septoriose, c'est les applications de Score ou encore Amistar Gold, associées notamment à un Akicine Duo, donc phosphonate plus soufre, avec le diphénoconazole du Score, permettent d'atténuer, positionnés à 20-30 cm, c'est les meilleurs résultats sur la gestion de la septoriose. Les applications d'automne pendant l'hiver, en général, n'apportent rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur la courbure, mais aussi sur le développement des symptômes de septoriose. Donc, c'est celui-ci, entre guillemets, qu'il ne faut pas louper sur la culture du lin d'hiver. Un positionnement en début d'élongation 20-30 cm. Et puis derrière, on relaie avec du soufre, un thiopron et ou Joao à boutons floraux pour maîtriser l'oïdium qui pourrait continuer à se développer. Voilà pour la gestion des maladies. Je
poursuit avec la gestion de la croissance et de la verse. Donc sur la gestion de la croissance à l'automne, donc Cynthia le rappelait tout à l'heure, tout l'enjeu, c'est de maîtriser la croissance du lin afin qu'il ne dépasse pas le stade, on va dire 10 cm avant les premières fortes gelées. Donc les fortes gelées, c'est des gelées inférieures à -5 degrés. Donc Cynthia, vous avez présenté différents leviers sur la date de semis, la variété tout à l'heure, les conditions d'implantation, etc. Et le dernier levier, dernier recours, c'est l'application d'un régulateur pendant cette période. Est-ce que l'application d'un régulateur sur un stade jeune de la culture permet de maintenir la plante à un stade inférieur à 10 cm, donc moins sensible au gel pendant toute la période hivernale. Donc là, ça va être tout l'enjeu. Donc on avait regardé un petit peu l'intérêt du positionnement d'une intervention d'automne. Donc c'était des applications autour du stade 5-7 cm. Donc en général, sur la synthèse des essais qu'on a ici, il y a 5-6 essais où c'était un positionnement début novembre autour du stade 5 cm. Et vous avez sur la courbe orange pas d'intervention d'automne, donc on a mis 0 régulateur. Et puis on a positionné un régulateur, donc c'est la courbe bleue, les deux courbes représentent la cinétique de croissance de la plante pendant la période hivernale. Donc l'échelle, c'est des centimètres, c'est la hauteur des lins en centimètres, donc positionnement à 5-7 cm. Et on voit qu'avec une intervention en automne, on a permis d'arriver jusqu'en janvier, février, à maintenir le lin à un stade 10 cm. Il a continué à pousser un petit peu quand même, mais beaucoup moins qu'avec que sans régulateur. Donc on a regardé encore, ça c'est les essais de résultats de cette année. Donc on avait un essai ici à Villers-Saint-Christophe qui s'y prêtait plutôt avec un semis précoce du 4 octobre. Donc sur le graphique de gauche, vous avez la courbe bleue, donc qui est le témoin non traité, la cinétique de croissance du témoin non traité. La courbe orange, une application de Toprex à 0,15. Et on a voulu regarder également l'effet dose du régulateur. Est-ce qu'il faut mettre 0,15? Est-ce qu'il faut mettre 0,10? Est-ce qu'il faut mettre 0,35, pleine dose de Toprex pour limiter encore plus fortement la croissance? Sur les cinétiques de croissance, on voit qu'on n'a pas énormément de grosses différences entre les différentes modalités. On a eu la particularité quand même d'avoir une croissance assez lente durant cette période hivernale. Donc l'effet du régulateur est moins marqué que certaines autres années. Néanmoins, quand on regarde les notations sorties hiver, donc le graphique de droite, l'histogramme à droite, donc les notations au 8 mars, sur cet essai, le témoin non traité, on était à plus de 12 cm, on était autour de pas loin des 13 cm, alors que sur les modalités qui étaient régulées, notamment le Toprex à 0,35, donc on a quand même un effet dose du Toprex, on est resté autour de 10 cm. Et si on revient sur le graphique de gauche, la courbe verte à 0,35, on voit que c'est la courbe qui est quand même la plus en bas, donc c'est une croissance qui a redémarré un peu plus tardivement et qui a été un peu plus lente. Et au final, tout se rattrape à peu près, mais on a quand même un delta entre le Toprex 0,35 et puis le témoin non traité. Donc réponse à la dose de Toprex. Donc si on a une forte croissance, une forte croissance végétative pendant la période automnale, ne pas hésiter à augmenter les doses de produits qui peuvent atténuer, qui peuvent amplifier, on va dire, l'effet régulateur et maintenir la plante autour du stade de 10 cm. On a regardé également l'effet du Carix. Le Toprex a une spécialité qui est autorisée à partir de 10 cm. Donc, si on veut gérer des croissances un peu plus tôt, on a regardé l'intérêt du Carix et on voit que le Carix, il a 0,4 ici.
sortie hiver, on est identique au témoin non traité. Si on veut avoir un effet du produit, il faut augmenter la dose jusqu'à on est de Carix 0,8 où on a un effet sur la croissance de la plante, mais on n'a pas l'effet de 0,35 de Toprex. On est 0,8 de Carix, on est plutôt équivalent à 0,15 de Toprex. Donc dose à adapter en fonction des conditions de végétation. Et puis on avait un autre essai cette année aussi, donc dans le Calvados, donc avec un semis très tardif, au 31 octobre. Donc on a adapté un petit peu le protocole sur cet essai pour essayer de répondre à des questions qu'on peut avoir les années très poussantes. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à appliquer un régulateur sortie d'hiver, février, début mars, sur des lins qui sont très très poussants et avec des risques de gelée qui sont encore présents. Donc on a profité du coup de cet essai pour adapter le protocole et regarder l'intérêt d'une application de régulateur à des stades en tout cas une période plus tardive. Donc ça a été appliqué à 10 cm le 5 mars. Et on a regardé différentes doses de Toprex. Donc là encore, on a adapté les doses au vu de la période d'application. Donc on a regardé 0,05 de Toprex ou 0,15 de Toprex. On a regardé également l'effet du Carix, hein, comme dans l'OTC, à 0,4 ou à 0,8. Donc, si on regarde la cinétique de croissance sur le graphique de gauche, donc on voit que le témoin non traité, bon, bah, lui, continue à démarrer sa croissance début mars et a toujours eu cette avance, on va dire, de développement par rapport aux deux modalités qui ont été traitées. Donc, je vous ai mis sur le graphique que les modalités de Toprex. Donc appliqué à 10 cm, la courbe orange Toprex 0,05 et la courbe verte Toprex 0,15. On voit que les deux applications, il n'y a pas forcément d'un gros effet dose entre le 0,05 ou le 0,15. Par contre, il y a quand même un effet assez marqué sur le développement de la culture tout au long du cycle, qui a beaucoup moins de biomasse. Si on prend au 30 avril, par exemple, on est autour de 70-75 cm, alors que dans le témoin, on n'est pas loin des 90 cm. Donc il y a vraiment un gros effet du régulateur. Malgré tout, à la fin, notation du 4 juin, on est hauteur égale entre les différentes modalités. Donc, ça a plutôt compensé, rattrapé en fin de cycle. Maintenant, la question dont je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est quel est l'impact sur le rendement de ce delta entre le développement des plantes. Est-ce que ça a eu un impact sur le rendement? Le fait d'avoir ralenti la croissance tout au long du cycle sur le développement des fibres. Donc les essais, on l'a rappelé tout à l'heure, ne sont pas encore taillés, donc les résultats seront disponibles dès cet hiver, quoi. Donc pour terminer sur la gestion de la croissance à l'automne, donc je l'ai déjà plus ou moins dit, hein, donc il y a deux solutions qui sont possibles aujourd'hui en fonction du stade, c'est le Toprex ou le Carix. Donc si le lin a atteint le stade 10 cm, Toprex 0,2, 0,35. On a vu, hein, plus on aura une dose assez forte, plus on aura un effet significatif sur le développement de la plante. Ou le Carix 0,8 si on est sur des stades aussi avancés. Si le lin n'a pas encore atteint le stade 10 cm, donc autour de 5-7 cm idéalement, donc Carix, dose adaptée 0,4, 0,8 en fonction des conditions annoncées. Et puis petit rappel sur le Toprex, donc c'est une dose qui est homologuée à 0,35. Par contre, il est possible de le fractionner en deux fois. Donc, on peut faire une application 0,15 par exemple en période automnale et si besoin, on peut le réutiliser au printemps pour la gestion de l'averse.
Et puis, gestion de la verse au printemps. Donc là, le raisonnement se fait à l'identique, on va dire, que pour du lin de printemps. Donc, on va avoir différentes spécialités utilisables, hein, Toprex, Carix ou encore l'été-verse, qui peut encore apporter un intérêt en cas de risque très très fort, de croissance très forte en cours d'élongation. Donc, tous ces produits vont être adaptés en fonction du stade de la culture, en fonction du risque de verse. Donc, bon, si on a un risque nul de verse, on n'intervient pas, hein. Il n'y a pas besoin de ralentir la croissance du lin. Ce qu'on cherche, c'est faire la fibre longue avant tout, hein. Donc, moins on mettra de régulateur, mieux ce sera. Néanmoins, il y a des années où c'est nécessaire de le réguler pour éviter que ça verse. Donc, plus on est sur des stades précoces et sur un risque fort, bah, plus on augmentera la dose de la spécialité qu'on aura choisie. Par exemple, si on a un risque précoce et fort, Carix 0,6, 0,8 minimum, Toprex 0,1, 0,15 et T-Verse 0,6 à 0,8. C'est selon la spécialité qu'on utilise. Et plus on avancera dans le cycle et le risque sera tardif, à boutons floraux, donc là on a une plante qui va être lourde, assez riche, plus on augmentera la dose de la spécialité sur laquelle la spécialité qu'on utilisera. Toprex, on passera de 0,15 voire même 0,25, voire même plus si nécessaire. On est en fin de cycle, on peut bloquer la plante. Le tout, c'est que ça ne verse pas, quoi. Merci Benoît pour ces interventions. Donc on arrive à la fin de la partie présentation de ce webinaire. Et donc juste vous diffuser quelques informations complémentaires. Alors un premier élément, donc on a un prochain webinaire est prévu donc le 20 janvier prochain. Donc où on traitera plus spécifiquement de la protection, du lin fibre. Donc c'est dans le même format que celui qu'on a fait ici. Donc voilà, on vous invite à vous inscrire sur le site, sur notre site pour pouvoir participer à ce webinaire où on aura là pour le coup les résultats des taillages, donc pour avoir une information exhaustive sur les résultats obtenus cette année. Autre élément de diffusion d'informations, donc est toujours en ligne l'Arvalis Info avec la synthèse des résultats 2025. Donc vous retrouverez un certain nombre de préconisations, aussi que ce soit sur l'infibre de printemps ou l'infibre d'hiver dans ce document-là. Qui est disponible depuis le mars 2025. On le rééditera, on va dire, en début 2026 avec les résultats récents. Mais vous pouvez toujours le télécharger gratuitement sur notre site. Autres événements à venir qui vont nous occuper pas mal pour la campagne 2026, avec deux événements particuliers. Le 28 janvier 2026 à Amiens, une journée de l'innovation l'Infibre consacrée aux perspectives offertes par l'innovation variétale. C'est une thématique qui est commune sur l'ensemble de ces journées de l'innovation. Il y a différentes propositions qui sont faites sur céréales, sur pommes de terre, voilà. Et puis une édition spéciale à 100% consacrée au lin fibre, voilà, qui est prévue le 28 janvier prochain sur une grosse demi-journée, matinée plus repas sur Amiens. Et là aussi en 2026. Événement important pour nous et pour la filière, puisque ce sera la deuxième édition du Salon technique l'innovation. La première édition a été faite en 2022 en Normandie, et en 2026, on revient avec une nouvelle édition de ce salon, les 17 et 18 juin, à Ailly-le-Haut-Clocher, dans la Somme, à proximité d'Abbeville, avec un certain nombre d'innovations complémentaires, puisqu'on traitera le lin fibre de printemps, lin fibre d'hiver et le chanvre textile, puisque le chanvre textile fait maintenant partie des activités sur lesquelles Arvalis travaille, et donc ce sera aussi l'occasion de présenter un certain nombre de choses sur cette culture.
Et donc, il me reste à vous remercier pour votre participation. Nous étions, on est monté à 150 participants sur cette édition. Il me reste à vous remercier, puis à vous souhaiter une bonne journée. À bientôt, au revoir.